Bonjour à tous, bonjour Jérémy. Bonjour Cédric. Bienvenue à la première édition d'Agora par Auréa, une série de rendez-vous pour parler simplement de digital commerce. Alors j'espère que vous m'entendez bien, on a essayé de tout régler pour que ça fonctionne. Le format, on l'a voulu assez simple. Donc en fait, chaque mois, on donne la parole à des invités de marque afin d'évoquer leur vision, décrypter leur stratégie, partager leurs bonnes pratiques autour du commerce en ligne. Donc l'objectif, c'est vraiment que ce moment qu'on passe ensemble, il soit pertinent, que vous ayez envie de revenir tous les mois. Donc n'hésitez pas à la fin de cette session de me faire vos commentaires pour qu'on puisse aussi ajuster et que vous soyez là le mois prochain. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis Cédric Massona, je suis le fondateur d'Auréa, une société spécialisée donc, dans l'accompagnement des marques dans leur croissance sur le digital commerce. Mais on n'est pas là pour parler de moi ni pour parler d'Auréa. Aujourd'hui, on a le plaisir, et je suis ravi de pouvoir accueillir Jérémy Herman, qui est directeur marketing et omnicanal de Nespresso France. Donc, merci Jérémy d'avoir accepté notre invitation. Comment vas-tu? Est-ce que tu es bien installé? Est-ce que tu as pris un bon café ce matin? Alors, j'ai forcément pris un bon café, j'espère que vous tous aussi. Merci de m'inviter, déjà ça me fait très plaisir et une certaine pression d'être finalement là pour cette première intervention, cette première Agora. On me l'a fait remarquer juste avant, donc je précise, je suis désolé pour le petit bruit de fond, mais je viens d'accueillir dans la famille un jeune chiot bulldog français qui ronfle légèrement, donc si jamais vous entendez un petit bruit de fond, c'est mon chien qui dort à côté de moi. Et donc, désolé pour ça, mais en tout cas, je suis ravi de pouvoir échanger et j'espère que tout le contenu va vous intéresser et on attend aussi vos questions et j'y répondrai aussi avec plaisir dans la limite de ce que je peux faire. Bon, parfait. Bon, vous l'avez compris, le café filtre, il n'est pas autorisé ce matin, uniquement en capsule. Merci à tous d'être présents. Je crois qu'on est assez nombreux ce matin, donc ça fait plaisir pour cette première édition. J'espère que vous êtes en forme et n'oubliez pas, donc vous pouvez poser vos questions sur le chat et on prendra 10 minutes à la fin de la réunion pour y répondre avec Jérémy. Donc la première chose moi, que je voudrais te demander, Jérémy, c'est de te présenter et que tu puisses nous expliquer ce que tu fais aujourd'hui chez Nespresso, en quoi ça consiste, directeur marketing et omnicanal chez Nespresso France. Oui, alors en fait, j'ai une double casquette, parce que j'aime bien faire plein de choses à la fois. Donc en fait, déjà, ma première casquette, c'est toute la partie e-commerce. Donc je suis vraiment en charge du canal de vente e-commerce. Chez Nespresso, pour rappel, on a 3 canaux de vente direct. Le téléphone, qui est le canal historique, le e-commerce et ensuite les boutiques. On a un réseau de 50 boutiques sur le territoire national français. Et après, on a un canal de vente indirect qui est le trade, avec tous nos partenaires revendeurs. Darty, Boulanger, Fnac, Galeries Lafayette, etc. Et donc, moi, je suis en charge du canal e-commerce. Le canal e-commerce, aujourd'hui, pour donner un chiffre, c'est un peu plus de 60% du business de Nespresso France en termes de volume de vente de capsules. Donc ça, c'est vraiment mon premier métier, mon principal métier, parce que vous l'avez compris, c'est aujourd'hui le fer de lance en termes de business pour Nespresso France. Et ensuite, j'ai toute une partie marketing omnicanal. Et là, l'objectif, c'est justement de proposer une expérience, un parcours client qui soit complètement homogène, adapté et cohérent sur l'ensemble des 2 autres canaux, donc son téléphone, les boutiques et le 3e canal indirect qui est le trade, et finalement les aider via des communications, des activations, des expériences de la relation client, tout type de choses aujourd'hui qui sont importantes pour les prospects et les clients à atteindre leurs objectifs. Donc finalement, c'est 2 entités qui se complètent assez bien et qui permettent d'avoir une vision assez large finalement du périmètre avec plein de métiers différents. Donc c'est plutôt passionnant. Donc c'est assez rare et assez mature d'avoir des organisations où il y a des directions omnicanal. Trop souvent, on voit des directions qui vont être tournées vers un canal de vente puis vers un autre. Donc là, c'est intéressant d'avoir ce côté omnicanal. Peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure. Moi, je voulais qu'on discute de la stratégie digital commerce de Nespresso. Donc aujourd'hui, dans digital commerce, on est vraiment sur toutes les formes de commerce en ligne. Aujourd'hui, c'est quoi le fil conducteur sur Nespresso? C'est quoi votre stratégie sur le commerce en ligne? Alors déjà, il faut rappeler le contexte. Je pense que c'est hyper important de le rappeler. C'est que Nespresso, vous connaissez forcément les produits, les machines, les capsules, l'expertise. Vous connaissez Georges Tounet, maintenant vous avez Jean Dujardin et Camille Cotin pour ceux qui ont vu la dernière campagne publicitaire. Vous connaissez les boutiques parce que vous les voyez quand vous vous baladez et vous êtes même, j'espère, client. Mais en tout cas, Nespresso, à l'origine, au moment de sa création, c'est créé en fait dans le monde de la vente à distance. Donc c'est vrai que le premier canal finalement de vente de Nespresso à la base, c'est le courrier et le téléphone. Il y a même encore des fax.
On a des administrations qui ont encore des fax, donc on a encore quelques fax qui traînent. Mais dans l'historique, dans l'ADN de Nespresso, c'est vraiment cette logique de vente à distance. Et donc, finalement, dès qu'Internet est arrivé, on a eu très, très vite un site Internet. Le premier site Internet de Nespresso, c'est en 98. Donc, on est dans le bain, finalement, du digital depuis très longtemps. Et on a le premier site e-commerce, vraiment premier site commerçant, on peut payer, etc., en 2002. Donc, finalement, on est dans cette logique, finalement, de digital commerce, de communication, d'échange avec nos prospects et nos clients de manière individuelle depuis, finalement, extrêmement longtemps. Et toute cette logique, finalement, en plus, on a un produit qu'on distribue nous-mêmes, puisqu'on distribue à travers nos réseaux de distribution. La logique de Nespresso sur le site Internet a toujours été de proposer une expérience qui était surtout la plus facile, la plus efficace possible. Parce qu'on a un site de destination, on n'est pas un site sur lequel on n'est pas un site de vêtements, de cosméto, les gens viennent flâner, découvrir un produit. Les gens viennent évidemment découvrir les produits Nespresso, découvrir les éditions limitées, parler d'expertise café s'ils le souhaitent, mais ils viennent surtout pour acheter un produit de consommation. Donc il faut que le site, et ça a toujours été notre credo, soit personnalisable. C'est-à-dire, il faut toujours, effectivement, quand Cédric vient, il faut qu'on le reconnaisse rapidement. Il faut qu'on puisse lui conseiller les cafés qu'il aime, lui conseiller des cafés qu'il pourrait aimer. Donc, en fait, notre stratégie a toujours été de mettre tout notre temps, notre investissement, nos moyens pour effectivement avoir une data qui soit efficace. On parle beaucoup de big data, mais nous, l'objectif, ça n'a jamais été de collecter énormément de data, mais juste de la data efficace. Ma boss parle beaucoup de small data et je pense que c'est le bon terme pour ce qu'on essaie de faire. Et c'est de connecter ça à nos outils pour que justement, quand on arrive sur le site e-commerce de Nespresso, ça soit un moment justement simple et efficace. Parce que justement, on n'a jamais voulu créer de contraintes. Donc finalement, toute notre stratégie, elle est basée sur nos clients viennent nous voir pour acheter un produit, on doit tout faire pour que justement, ils puissent l'acheter le plus facilement possible. Ce qu'on essaie de faire depuis des années. Et finalement, depuis aussi 2-3 ans, on s'est un peu ouvert par rapport à tous les canaux dont je parlais tout à l'heure, qui étaient très centrés, effectivement, il fallait que systématiquement, que soit les prospects ou les clients viennent vers nous dans un de nos canaux. Et depuis 2019, je crois, 2020, juste avant le début du Covid, pour le coup, c'est pas lié à la crise sanitaire, on s'est ouvert sur effectivement d'autres secteurs, puisqu'on a fait des tests chez Frischti, on a fait des tests en marketplace chez Amazon. Donc voilà, on ouvre légèrement la porte pour effectivement se retrouver sur des carrefours d'audience différents qui vont nous permettre d'aller acquérir ou réacquérir d'autres clients. C'est vachement intéressant. J'avais pas le souvenir que vous aviez commencé si tôt à vendre en ligne et que vous veniez du VPC. Et du coup, aujourd'hui, donc, on entend bien ce sujet de personnalisation qui est hyper important, qu'on retrouve en boutique, qu'on retrouve sur votre site pour avoir la pertinence sur les offres qui sont proposées. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait, selon toi, que vous faites partie, enfin que vous avez une expérience en direct, D2C, direct to consumer, qui est extrêmement performante. Je dis ça parce que selon certaines études, vous êtes parmi les leaders, enfin vous êtes la marque une des plus puissantes en direct to consumer. Donc il n'y a pas beaucoup d'équivalents. Après, ça va être des places de marché, ça va être des sites qui sont multimarques, mais en termes de sites monomarques, vous faites partie vraiment des meilleurs élèves, des best in class. Donc aujourd'hui, c'est quoi vraiment les clés de succès que tu as envie de partager sur ce qui fait que tu as un site qui est extrêmement performant, qui fait partie des leaders du marché? Alors déjà, je pense que la base, c'est effectivement comme d'avoir un bon produit. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, si tu n'as pas un bon produit, c'est un peu difficile. Et je pense que les gens sont de plus en plus exigeants. Donc effectivement, avoir un produit de qualité, aujourd'hui, c'est extrêmement important. Après, il y a toute la partie prix des produits, évidemment, mais après, je pense que tu ne peux pas forcément faire de compétition avec certains sites low cost chinois ou autres, donc c'est un peu différent. Mais effectivement, je pense que le prix, le produit et ton positionnement prix aujourd'hui est extrêmement important. Il faut que tu aies une vraie cohérence par rapport à ça. Mais surtout, après, quand tu te lances sur le e-commerce, il faut que tu aies une vraie logique. C'est-à-dire que tu ne peux pas juste aujourd'hui lancer ton site e-commerce et il faut que tu aies un véritable écosystème. C'est-à-dire que tu ne peux pas dire aujourd'hui j'ai un bon produit, je vais lancer un site e-commerce et en fait ça va se vendre. Alors après, il y a tous les métiers du e-commerce qui sont hyper importants, toutes les notions d'acquisition, de référencement, etc. Manier tous les outils effectivement pour faire en sorte que ton site internet soit visible. C'est un peu comme, et on explique ça parfois dans des comités de direction ou d'autres parties sur toute la partie search et l'importance de ça.
C'est aujourd'hui avoir un site internet, mais pas mettre les moyens aujourd'hui pour qu'il soit visible. C'est comme un peu avoir effectivement une boutique dans une rue et tu n'as pas de vitrine et tu n'as pas d'éclairage et elle est référencée sur aucune carte de GPS. Et donc déjà, il y a ça. Mais après, c'est surtout l'écosystème qui est autour. Aujourd'hui, tu ne peux pas avoir un site internet et être performant si jamais tu n'as pas une supply qui est performante, si jamais tu n'as pas des modes de livraison qui sont performants et si jamais surtout tu n'as pas un service client qui est performant. Et donc, cette expérience client qui est finalement globale, parce que nous, on range derrière le mot expérience client. Et d'ailleurs, je vois dans les gens qui sont là, j'ai quelques-uns de mes collaborateurs qui font partie de l'équipe expérience client et qui sont justement rattachés au e-commerce et au marketing omnicanal. C'est aujourd'hui extrêmement important de justement avoir des parcours, penser tes parcours. Il faut penser l'intégralité du parcours. Aujourd'hui, comment un prospect me cherche, comment un prospect me trouve, comment il compare mes produits, comment il achète, comment se passe le premier achat, comment finalement il passe cette première commande, comment il paye, comment il se fait livrer. Et tout ça, c'est grâce à un écosystème complet avec des départements support, des départements partenaires sur lesquels il faut investir. Tu ne peux pas juste investir sur l'e-commerce et te dire j'ai un bon produit, j'ai un bon site, ça va marcher. Si jamais il n'y a pas tout le reste, ça ne fonctionne pas aujourd'hui. Et ça, je pense que Nespresso, qui a un ADN extrêmement fort sur la partie relation client, expérience client, c'est ce qui fait aussi notre succès parce que justement, on a cette chaîne de valeur qui est complète. Ok, donc toi tu dis l'expérience client, c'est vraiment on va dire le driver de la performance, de ce qui va faire la performance de ton site. C'est quoi t'en as évoqué un certain nombre, ce serait quoi le deuxième au-delà de l'expérience client qui pour toi est vraiment clé, en tout cas chez Nespresso? Après, forcément, on est sur un site internet, on a des outils. Forcément, il faut que les outils derrière aussi soient performants. C'est-à-dire qu'il faut effectivement un bon IT, il faut des bons serveurs, il faut des bons outils. On parlait de personnalisation. Aujourd'hui, la personnalisation, il y a plein de gens qui te vendent des modules qui font de la personnalisation tout seul, etc. Il y a des problèmes avec les cookies, on peut en parler. Enfin, ceux qui sont connectés connaissent aussi les évolutions sur la législation, sur toute la partie cookies, les données, etc. Donc, tout ça aussi est super important. Il y a effectivement toute la partie légale et effectivement toute la partie outils qui va avoir une importance aujourd'hui qui va être majeure. Et c'est là où il faut faire attention aussi parce qu'on est sollicité, on est très sollicité. Moi, je pense que je dois avoir entre 5 et 10 appels ou emails par jour d'une boîte qui veut me vendre un service, que je dois connecter sur mon site internet pour faire de la relation client, de l'expérience client, des avis clients, améliorer la personnalisation, la performance, etc. Il faut aussi faire super gaffe parce qu'en fait, on est super tenté par aller prendre le dernier outil du moment, le connecter, etc. Tout le monde va te dire que c'est connectable en 2 jours, ce qui n'est pas vrai du tout par mon expérience. Et donc, en fait, il faut aussi être pragmatique. Voilà, faut trouver une solution qui permette de gérer les choses, être pragmatique, accepter effectivement les défauts de ta solution, parce qu'effectivement, ce n'est pas en empilant plein d'outils hyper à la mode, hyper modernes, hyper bien vendus, et finalement, ça va marcher. Il faut être pragmatique et raisonnable. Ok, ça me parle. Alors, je voudrais parler d'un autre sujet. Tout à l'heure, tu as évoqué d'autres canaux dans le digital commerce. Alors, on connaît Nespresso pour son modèle intégré où vous maîtrisez l'écosystème de vente, les canaux de vente. Donc, on ne retrouve pas de capsule Nespresso en grande surface, par exemple. Aujourd'hui, pourquoi vous êtes allé sur Amazon? Pourquoi vous êtes allé sur Frishti? Qu'est-ce qui a été à l'origine de cette décision? Toujours cette logique de se dire effectivement, on maîtrise l'intégralité de nos circuits de vente. Malgré tout, il faut être aussi réaliste par rapport aux usages qu'ont les consommateurs. Et aujourd'hui, je pense que, je ne sais plus les derniers chiffres, c'est vrai que tu les connais peut-être mieux que moi, mais il me semble que 50 ou 52% maintenant des consommateurs font leurs courses via des marketplaces et sur des sites comme Amazon et autres. Donc, ça reste un carrefour d'audience. De la même manière, en fait, je pense qu'il y a 5-6 ans, je ne vais pas dire de bêtises, je pense qu'il y a 5-6 ans, on a commencé à sortir des centres-villes. On a gardé nos boutiques dans les centres-villes, évidemment, mais on a commencé aussi à installer des boutiques plus petites dans les centres commerciaux. Parce qu'effectivement, c'est des carrefours, sans parler de la marque, évidemment, c'est des carrefours où les gens, effectivement, se retrouvent pour faire leurs courses. Et donc, il était aussi important d'être sur des lieux de passage, tout simplement. À un moment donné, on s'est installé dans les centres-villes, les 1 ou 2 rues, entre guillemets, les plus chics de chacun des centres-villes dans lesquels on s'est installé, dans les différentes villes, qui marchent aujourd'hui toujours. On a toujours ces boutiques-là qui sont là. Mais aujourd'hui, il faut aussi être pragmatique, encore une fois, et aussi aller où sont les gens. Donc, on a fait ce switch, cette évolution d'ouvrir des boutiques plus petites, justement dans des centres commerciaux. Il était assez logique, finalement, de faire la même chose au niveau online et digital. Et finalement, le centre commercial digital et online, c'est Amazon. Et puis, effectivement, c'est aussi des systèmes comme Frishti
pour justement avoir une livraison rapide, efficace et proposer justement aux consommateurs d'avoir une facilité de trouver Nespresso. Du coup, comment vous gérez souvent le mot qu'on entend, c'est cannibalisation. Quand tu as plusieurs canaux de vente, en l'occurrence, vous avez les mêmes produits. Comment est-ce que tu gères du coup ce risque de cannibalisation entre ces différents canaux et ton site internet? Alors, c'est sûr qu'il faut qu'on le mesure, c'est sûr qu'il faut qu'on le pilote. Alors, c'est assez difficile parce qu'effectivement, quand tu vends chez Amazon ou quand tu vends chez Fristy, finalement, ce n'est pas tes clients, puisqu'il y a un intermédiaire au milieu et donc tu ne peux pas récupérer la data, ce n'est pas la tienne, elle ne t'appartient pas. Hein, et les règles là-dessus sont extrêmement claires. Donc, finalement, il faut bien s'assurer d'avoir une proposition de valeur qui est à la fois similaire et différente. C'est-à-dire qu'on va avoir une partie du catalogue produit de nos capsules qui vont être proposées, mais déjà par l'intégralité. Okay. Toutes les nouveautés, effectivement, ne vont pas forcément dessus, les éditions limitées, etc. Donc ça veut dire que vous réservez des produits à votre site internet en direct exactement. Et que vous mettez pas ailleurs. Et tout ce qui est nouveautés, produits un peu d'exception, produits en édition limitée, effectivement, vont être que sur notre site. Et après, on a aussi un programme de fidélité qui est très fort chez Nespresso, qui va récompenser effectivement les clients qui sont fidèles, les clients qui viennent régulièrement, avec différents avantages. Et tous ces avantages-là sont réservés aussi aux clients qui viennent au téléphone, dans nos boutiques ou sur le site e-commerce. Ces avantages-là, ils ne les ont pas non plus sur ces plateformes-là. Et après, on fait aussi des offres en dehors des programmes de fidélité. On va aussi offrir des produits, etc. Si jamais vous achetez X capsules, vous pouvez avoir un tablier de barista, etc. Enfin, il peut y avoir des cadeaux avec les achats. Et pareil, tous ces avantages-là, toutes ces offres-là ne sont disponibles que sur nos canaux en propre. Donc finalement, on va soit effectivement, parce que tu es un client Amazon, tu es un client Fristy, tu as des habitudes finalement de consommation, et on voit dans nos études, quand on fait des études quali et quanti auprès de certaines populations de prospects aux clients, il y a des gens qui disent, voilà, moi je ne consomme, je ne commande que sur ces types de sites, donc c'est utile qu'on y soit. Par contre, effectivement, pour ceux qui veulent vivre une expérience complète, différente, avec certains avantages et une certaine proximité aussi, une expertise, des conseils, là, effectivement, ils viennent dans l'écosystème Nespresso. Okay. Mais finalement, les deux peuvent vivre, et simplement, il faut qu'on pilote bien, nos chiffres pour voir effectivement. Et après, on peut avoir aussi, et ça aussi, on peut en parler, on peut avoir aussi une logique de pricing qui peut être aussi légèrement différente. Ok, alors moi, je n'ai pas reçu mon tablier, hein, Jérémy, donc c'est vrai. On en reparlera. On en reparlera même parce que je suis un peu déçu, c'est pas faute d'acheter des capsules. Du coup, très concrètement, pour les marques qui nous écoutent, qui aujourd'hui ont on va dire cette logique multicanal ou omnicanal à vendre sur plusieurs canaux de vente, peu importe par où ils ont commencé, qu'ils aient commencé en retail ou qu'ils aient commencé en direct. C'est quoi les conseils très pragmatiques que tu as envie de leur donner pour bien que ça fonctionne, cette vente sur le digital commerce sur plusieurs canaux à la fois? Moi, j'ai entendu programme de fidélité. Ouais, alors déjà pour revenir à la base, encore une fois, il y a votre produit. Est-ce que le produit que vous avez déjà est un produit qui… Alors aujourd'hui, évidemment, on dit qu'on peut tout vendre sur Internet, hein, on peut vendre des voitures et autres. Mais malgré tout, en fonction du produit, vous n'allez pas faire le même site Internet, vous n'allez pas avoir la même communication, les mêmes investissements en fonction du produit que vous vendez. Donc je reviens toujours au produit, mais c'est la base, en tant dans sa qualité que dans le type de produit et comment justement on l'envoie. Parce qu'à un moment donné, vous avez des contraintes effectivement qui sont plus ou moins importantes sur toute la partie comment je le paye et comment je le fais parvenir à mon client. Et comment je le répare, etc. Donc, effectivement, il faut quand même penser à ça et pas se dire je peux vendre n'importe quel produit sur Internet. C'est vrai, mais derrière, encore une fois, il faut un écosystème pour pouvoir le gérer, à la fois l'envoi et son retour. Donc, ça, c'est quand même super important. Et après, encore une fois aussi, c'est aussi par rapport à l'historique des circuits de distribution que vous avez. Si vous avez un réseau retail extrêmement grand, etc. Donc, il y a quand même pas mal de choses entre le produit et pour moi, les circuits de distribution. Et après, surtout, j'ouvre un site Internet, mais pourquoi c'est quoi mes objectifs? Quelle valeur je veux offrir à mes prospects ou à mes clients par rapport à ce que j'offre déjà aujourd'hui? Est-ce que ça va être complémentaire? Comment justement je ne vais pas le cannibaliser? Si jamais j'ai un réseau retail, comment je vais engager le réseau retail à promouvoir le site Internet? Ça, on peut en discuter avec tous les gens qui se sont lancés, qui avaient déjà un réseau retail à la base et qui ont lancé un site e-commerce. Et je parle avec beaucoup de CDO, de responsables ou directeurs retail en France aujourd'hui. C'est une des plus grosses problématiques. C'est comment tu vas valoriser aujourd'hui ton site e-commerce alors que tes équipes retail sont certainement incentivées, sont certainement bonusées, rémunérées par rapport à leur vente. Ils n'ont aucun intérêt
en tant que personne individuelle, à pousser ton site e-commerce. Donc ça, il faut le penser. Nous, par exemple, on a fait un énorme travail avec les équipes pour effectivement faire des rémunérations et des bonus sur la zone de chalandise. C'est-à-dire aujourd'hui, je vends sur la zone, j'en sais rien, de Nantes, que je vende sur le site e-commerce ou que je vende en boutique, mes équipes sont rémunérées justement par rapport au volume de vente sur la zone de chalandise. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une politique d'incentive qui est complètement omnicanal pour le coup. Exactement, complètement. On a tout pensé complètement omnicanal. Donc ça, c'est le premier point. Enfin, c'est le deuxième ou troisième point, parce qu'effectivement, c'est mon produit, comment je l'envoie, comment je le récupère, si jamais il y a besoin, comment je m'occupe de SAV. Si jamais j'ai un réseau retail, quelle valeur je propose en complément de mes autres réseaux. Si jamais j'ai un réseau retail, comment je fais en sorte que mes collaborateurs promeuvent ce réseau et le vendent aussi, parce que c'est hyper important. Parce que finalement, si jamais c'est pour faire basculer les clients d'un réseau à l'autre, ça ne sert à rien. Ça n'a aucun intérêt. Si vous allez économiser des coûts, si jamais vous fermez des boutiques, mais je pense que ce ne soit pas la stratégie. Et encore une fois, et nous, on l'a démontré dans nos chiffres, parce qu'on a une data qui est assez forte depuis des années, un client qui consomme au moins dans 2 canaux, aujourd'hui, a une consommation qui est supérieure de 15 ou 20%, et en plus, c'est plus fidèle à la marque. Donc, votre intérêt n'est pas de basculer d'un client d'un canal à l'autre, mais vraiment de le faire naviguer et de travailler ses parcours, ses expériences clients, ses parcours business pour que ce soit efficace. Et enfin, je ne sais plus ce que je veux dire en dernier, pardon. Je suis omnubilé par la plante à côté de toi, Cédric, et donc j'ai complètement oublié ma dernière partie. On a retaillé, parce qu'on avait pas mal de... C'est une vraie plante, si vous... C'est une vraie plante, voilà, c'est ça. Donc, mais voilà, en gros, et la dernière partie va me revenir. Pas de problème. Pas de problème. Moi, je voulais qu'on parle d'éco-responsabilité, d'RSE. Comment est-ce que, en fait, dans toute cette expérience omnicanal et digital commerce, comment est-ce que vous l'intégrez? À quel niveau c'est? Est-ce que c'est au niveau technique? Est-ce que c'est au niveau des produits? Comment est-ce que ça se traduit aujourd'hui pour le consommateur? Alors forcément, c'est au niveau des produits, parce qu'effectivement, on propose un produit en dose unique et avec de l'aluminium. Donc après, c'est pas l'endroit pour expliquer à quel point l'aluminium aujourd'hui est le meilleur matériau pour conserver justement le café, sa fraîcheur, par rapport à d'autres usages. Aujourd'hui, on a des études qui ne sont pas dirigées par Nespresso, qui sont dirigées par d'autres cabinets d'études très sérieux sur le sujet, qui démontrent aujourd'hui que consommer une capsule Nespresso, c'est 24% plus écologique que consommer du café en grains ou du café moulu, parce que justement, on a la juste dose de café. Nous, c'est 5 à 6 grammes effectivement dans une capsule. C'est la juste dose pour l'eau aussi. Voilà, il y a plein d'éléments aujourd'hui. Et puis, l'aluminium est un matériau qui se recycle à l'infini. Mais ça, on a plein aujourd'hui de choses. Excuse-moi, je te coupe. Les consommateurs, ils ne savent pas forcément ça. Alors, ça c'est un énorme enjeu. Ça, c'est un énorme enjeu. Ouais, ça, c'est un énorme enjeu. Et ça, c'est vrai qu'on avait des communications institutionnelles, corporate, médias pour effectivement communiquer là-dessus. Par exemple, une information que je partage, qu'on fait depuis une dizaine d'années, on a mis en place ce qu'on appelle des courants de Foucault, pour justement, on a créé une entité pour récupérer ce qu'on appelle l'acier, le CELA. C'est une association pour justement faire bouger les choses sur le recyclage et récupérer au niveau des déchets et des tris tout ce qui est aluminium léger, enfin les petits aciers. Parce qu'en fait, avant que Nespresso arrive sur le marché et s'occupe de ça, tout ce qui était en acier, en aluminium de moins de 7 cm, vous mangiez effectivement, vos enfants mangent des pommes potes, vos enfants mangent des kiris, etc. Tout ça, c'était pas trié, c'était brûlé globalement. Et on a créé tout un système avec un courant de Foucault qui permet aujourd'hui, dans beaucoup de centres de tri et de déchets, d'absorber justement, d'attirer, de magnétiser justement tous ces petits supports en acier et en aluminium pour justement les trier et les recycler. Ça, c'est Nespresso qui a porté ce sujet-là. Et donc aujourd'hui, dans la moitié des villes de France, il faut aller sur notre site Nespresso Agi et vous mettez votre code postal et vous verrez la carte Google se colorie en jaune. Dans une bonne grande partie des villes françaises, vous pouvez jeter vos capsules Nespresso dans vos poubelles jaunes. Dans d'autres villes, c'est des poubelles bleues ou autres, mais en tout cas dans la seconde poubelle, à la poubelle classique. Et automatiquement, au niveau du centre de tri, ça sera recyclé. Et ça, effectivement, c'est intéressant que les gens dans le chat et les auditeurs nous disent qu'ils étaient au courant. Ça fait 10 ans qu'on le fait. Et donc, on communique énormément là-dessus à travers nos boutiques. Et cette année, justement, j'ai créé un poste au sein de mon équipe qui est, j'avais déjà une responsable d'expérience client omnicanal qui s'assurait effectivement que l'expérience client était vécue sur l'ensemble des canaux de la bonne manière, quand je m'inscris, quand je me fais livrer, quand je veux payer. Et j'ai intégré une nouvelle personne dans mon équipe qui est l'expérience de marque omnicanal. Finalement, c'est complémentaire avec l'expérience client, parce que l'expérience de marque, quel est son job? C'est exactement ce que tu dis, Cédric, c'est m'assurer que dans mes canaux de vente business, finalement, tu es là en train de faire un parcours d'achat, tu peux acheter ton volume, ton ROMA, malgré tout, tu ne sois pas que juste dans une logique d'achat qui se passe très très bien, et c'est notre objectif, personnalisé, etc. Tu n'as pas de problème au moment du paiement, etc., avec 3DS et autres, mais que justement, aussi pendant ton parcours, on puisse t'expliquer
à la fois des messages d'expertise sur le café, mais surtout toutes les valeurs Nespresso sur nos engagements RSE. Et d'ailleurs, ça a été reconnu puisqu'on est Bicorp depuis l'année dernière. Donc, ça porte justement, et on est un des plus grands groupes aujourd'hui Nespresso au niveau international et mondial à être reconnu via Bicorp. Et on a justement maintenant un poste dans l'équipe qui s'occupe de s'assurer que justement dans mon parcours d'achat, que ce soit au téléphone avec les SVI, que ce soit au niveau de mon parcours e-commerce ou que ce soit au sein de mes boutiques, dans mon acte d'achat, justement, on rappelait bien les valeurs de la marque et nos engagements là-dessus. Et après, on continue. Pardon, je fais 30 secondes de publicité. Je profite de ton audience pour le faire. Et en plus de ça, ouais, je sais, pour ça, c'est absolument extraordinaire et c'est l'occasion. Évidemment, on continue à valoriser, et je continue à le dire qu'aujourd'hui, l'aluminium est le matériau parfait pour justement garder la fraîcheur. Maintenant, il y a des choses qui évoluent dans les usages et on a mis longtemps pour le faire parce qu'en fait, c'était un défi pour nous par rapport à la pression de la machine, par rapport à la qualité de nos cafés. On va sortir cette année une capsule végétale et en papier qui permettent de délivrer un café qualité Nespresso avec la pression d'un Nespresso, plus de 15 barres de pression, etc. Et avec la qualité des cafés que vous connaissez, qui va sortir dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, et qui sera compostable à domicile. Donc effectivement, ça va forcément plus s'adresser à des gens qui ont des grandes terrasses ou qui ont des jardins et qui vivent plus en province qu'à Paris, comme moi, dans mon appartement. Mais c'est l'occasion. Et comme ça, on va avoir une proposition de valeur qui va être complète entre l'aluminium et le recyclage directement depuis vos poubelles jaunes, avec une recyclabilité qui est justement d'excellente qualité, puisqu'aujourd'hui, 80% des capsules Nespresso en aluminium viennent d'aluminium recyclé, c'est important de le dire. Donc, il y a une vraie circularité sur le sujet. Et en plus, on va proposer des capsules en papier avec une qualité Nespresso que vous allez pouvoir composter à domicile. Et ça, c'est hyper important. Et ça, on se bat pour l'expliquer aussi parce qu'effectivement, peu de gens le savent. Et même si on le dit très souvent, mais c'est compliqué. C'est beaucoup de sujets à exprimer. Donc, si j'ai bien suivi ça, on risque pas de le retrouver tout de suite sur Amazon, mais ça restera bien sur votre site dans un premier temps. On sent beaucoup de pragmatisme, Jérémy, dans ton parcours, dans tes propos, dans la manière d'aborder les choses. Est-ce que tu peux on est passé vite quand tu t'es présenté sur ce que tu fais aujourd'hui, mais est-ce que tu peux revenir sur ton parcours chez Nespresso et comment tu es arrivé en fait là où tu es aujourd'hui? Alors, j'ai un parcours un peu atypique et c'est aussi ce qui fait la force de Nespresso et sa qualité. Je suis rentré chez Nespresso en 2001, donc ça fait maintenant quelques années, 22 ans au mois d'août. On était 90 dans la boîte, donc j'ai vraiment commencé en mode start-up. Donc ça, c'était le côté sympa et j'ai vu les évolutions. Et en fait, là où j'ai beaucoup de chance et où Nespresso donne les moyens à ses collaborateurs effectivement d'évoluer, c'est que j'ai commencé comme spécialiste café. Donc, c'est-à-dire que j'ai commencé par saisir des commandes qui nous arrivaient par courrier à l'époque, parce que je parlais de courrier au début, qui nous arrivaient par téléphone. On avait très très peu de clients, c'était en dizaines de milliers à l'époque. Donc effectivement, j'ai commencé à prendre les commandes des clients qui avaient fait le pari de Nespresso au début des années 2000. Et finalement, je vous l'ai dit tout à l'heure, le premier site e-commerce qu'on a eu, c'était en 2002. Moi, je suis arrivé en juin 2001, enfin, entre juin et août 2001. Et finalement, quand ils ont demandé, on lance un site e-commerce, il faut quelqu'un pour la France pour porter le sujet. On était 90. Début des années 2000, effectivement, on avait des équipes commerciales terrain, on avait des comptables, on avait des gens qui étaient très forts au téléphone et en relation client. On avait une boutique à l'époque. Et par contre, des gens qui comprenaient, mis à part utiliser un traitement de texte sur informatique et autres, le digital n'était pas tellement connu. Et en fait, j'étais jeune et curieux, et donc j'ai levé la main. Et en fait, Nespresso m'a permis, en fait, depuis 2002, d'accompagner son développement à la fois sur l'e-commerce et mon développement à moi, puisque j'ai commencé sur le digital d'abord, ensuite sur l'e-commerce, dans la relation client. Et mon périmètre a grandi avec moi, avec Nespresso. Et aujourd'hui, j'ai la chance effectivement d'avoir ce périmètre qui est large, qui est hyper intéressant, qui est passionnant, entre l'e-commerce, les équipes retail marketing, où justement on s'occupe du marketing des boutiques et du parcours dans les boutiques, de l'expérience client. J'ai une équipe aussi innovation qui va développer des choses. J'ai une équipe communication visuelle qui va s'occuper aussi de travailler justement sur l'homogénéité des communications visuelles, que ce soit dans le trade, sur les boutiques ou sur e-commerce. Donc voilà, j'ai la chance d'avoir commencé chez Nespresso tout en bas de l'échelle. Et j'ai la chance maintenant d'être au comité de direction et de participer à la stratégie du déploiement de cette belle entreprise. Donc, c'est une vraie fierté pour moi, pour mes équipes et pour tout ce qu'on fait depuis des années. Et on ne s'ennuie pas parce que même si je suis là depuis plus de 20 ans et que je fais toujours du digital, finalement, mon périmètre grandit toujours. On apprend, on se remet en question parce que justement, comme tu dis, on a le droit d'avoir des idées, on a le droit de se tromper.
et on doit être justement, comme tu dis, pragmatique. Donc en fait, on travaille justement à se développer tous les jours et c'est ça qui est passionnant. Canon. On a beaucoup de questions dans le chat et qu'on a reçu par mail avant le webinar. Du coup, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on passe sur ces questions. Il y en a pas mal. Alors, je regarde ce qui… Si je peux me permettre, Cédric, je réponds avant. Comme ça, c'est pour éviter… Ne pensez pas que je fais un défaut de réponse. Je fais partie du groupe Nespresso, qui lui-même fait partie du groupe Nespresso International, qui lui-même fait partie du groupe Nestlé. Donc, on a des spécificités financières très particulières. Donc, je ne pourrai répondre malheureusement à aucune question chiffrée, détaillée, ni sur le chiffre d'affaires, ni sur le volume de clients, ni sur mes coûts, de quoi que ce soit, parce que je suis une filiale et en tant que filiale, on ne communique que sur les chiffres globaux du groupe et pas au niveau de la France. Okay. Alors, on a essayé de filtrer ce qu'on pensait pouvoir… Donc, je suis désolé. À quoi tu pourrais répondre là-dessus. On a une première question sur l'expérience client. Comment est-ce qu'aujourd'hui tu la pilotes? Comment est-ce que tu mesures en fait la qualité de l'expérience client que tu délivres à tes consommateurs? Et sans donner vos chiffres, c'est quoi les indicateurs que tu suis et que tu partages? Ouais. Alors, on a plusieurs choses. Déjà, la première chose, c'est qu'on a la chance, et je reviens 2 secondes sur la partie omnicanalité. C'est ça que je veux dire sur la partie omnicanalité, sur l'efficacité. Et comme ça, je vais faire une réponse en 2. C'est effectivement, à partir du moment où vous êtes omnicanal et que vous avez en direct la majorité de vos canaux, c'est déjà d'avoir effectivement un outil qui vous permette de reconnaître vos clients sur l'intégralité des canaux. Et ça, c'est hyper important et c'est ce qui fait la valeur. Si jamais vous vous lancez effectivement sur Internet, dans le e-commerce et que vous avez déjà un réseau retail ou un petit type de réseau, il faut faire en sorte que vos canaux soient connectés par un outil qui vous permette de reconnaître vos clients. Et chez Cédric va en boutique ou va sur le site Internet, il doit être reconnu de la même manière. Et aujourd'hui, c'est majeur. On ne peut pas avoir des canaux qui vivent de manière séparée. Donc, c'était pour revenir sur mon sujet de tout à l'heure. Mais c'est la même chose pour cette réponse. Parce qu'effectivement, on a la chance d'avoir tous nos clients en direct, avec qui on parle soit par téléphone, soit en boutique, soit sur le site e-commerce. On est 1200 collaborateurs en France, on a 800 personnes qui sont en contact direct de nos clients. Donc, on a cette chance énorme de pouvoir leur parler tous les jours. Et donc, on a un outil aussi qui nous permet effectivement de mettre des suivis dès qu'on parle avec nos clients. Encore une fois, ce n'est pas de la big data, mais simplement c'est un suivi sur la satisfaction des clients et sur les problématiques qu'ils peuvent rencontrer. Donc déjà, on sait déjà au quotidien le niveau de réclamation et le taux de réclamation qu'on a et sur quel sujet. Donc, on a quelqu'un dans mon équipe qui s'appelle Marie, je ne sais pas si elle est connectée, mais voilà, et qui suit justement cette voie du client au quotidien pour justement voir les problématiques que les clients rencontrent. Et on a comme ça des rétextes très réguliers au niveau des équipes, avec les équipes marketing, les équipes commerciales, en disant, ben voilà, ton offre, elle n'était pas bien comprise, on a rencontré tel problème sur la finance, etc. Donc déjà, on a cette chance d'avoir des suivis individuels de chacun de nos clients. Donc on peut le mesurer, on peut le voir. Et après, on a fait en parallèle de ça, on a fait un tracker de l'expérience client. Donc on a un mapping. Quand on l'imprime, je pense que ça doit faire 12 mètres de long à peu près, où justement qu'on a scindé en 5 parties entre je suis un prospect, je fais mon premier achat, je fais mes commandes, j'ai un problème SAV, etc. J'en oublie un, mais je pense que ça va me revenir. Et donc, en fait, on a comme ça mappé chaque interaction, chaque touchpoint avec Nespresso. Et comme on a cette chance d'avoir nos clients, on a beaucoup aussi d'études quali et quanti, et en fait, on est capable de mesurer avec eux par rapport au taux de satisfaction, par rapport au taux de réclamation, par rapport à justement les études qu'on peut faire avec eux, on est capable de mesurer justement la satisfaction ou les problèmes qu'ils peuvent rencontrer sur chaque touchpoint. Donc comme ça, on a justement défini des irritants. Et en fait, ces irritants, on va essayer de les solutionner. Et en fait, des irritants, ils sont de plusieurs natures aujourd'hui en expérience client. Soit c'est un problème de procédure interne, et ça, c'est la majorité. Il y a 2 départements qui ne se parlent pas, il y a une procédure, il y a un truc, une information qui ne passe pas. Donc ça, on va le résoudre finalement en travaillant ce qu'on appelle les parcours end-to-end. C'est un mot un peu barbare, mais c'est hyper important finalement de se dire, ben voilà, dans mon entreprise, quand une information navigue, un client navigue, comment il navigue entre la supply, la finance, la relation client, etc. et de le corriger. Et après, parce que simplement, des fois, tu as des services qui ne sont plus à jour. Nous, on avait un service d'assistance service qui marchait très très bien, c'était le même depuis 25 ans. Est-ce qu'il correspond aux usages d'aujourd'hui? Non, pas forcément. Donc, quand il y a une insatisfaction, il faut se poser la question, est-ce que finalement, ce touchpoint, ce service, cette chose là où ton client bute, est-ce que c'est juste dû à un problème de communication interne ou est-ce que si finalement le service que tu proposes à ton client est toujours à jour, est toujours dans l'air du temps, est toujours nécessaire pour le client? Donc ça, on va le mesurer comme ça. Ouais. Pardon, excuse-moi. Ça, c'est une équipe qui est dédiée à ça? Oui, tout à fait. C'est une équipe qui est dédiée à ça. Chaque personne. Alors, tout le monde est responsable. Chez Nespresso, tout le monde est responsable. Et pendant des années, tout le monde était responsable. C'est dans notre ADN d'avoir justement ce côté expérience client, relation client. Et en fait, pendant la crise sanitaire,
la crise sanitaire a relevé malgré tout des défauts, parce qu'on a tous des défauts, parce qu'on s'est reposé effectivement peut-être sur des facilités, etc. Et la crise du Covid, la crise sanitaire nous a montré effectivement deux, trois défauts. Donc en fait, on a créé une équipe qui est sous ma responsabilité. On travaille aussi beaucoup avec une équipe Data Insight, dans les équipes CRM, mais aussi une équipe Insight avec qui on travaille vraiment main dans la main. C'est vraiment un collide en fait avec les équipes Insight, parce que c'est hyper important d'avoir justement la bonne donnée encore une fois. Et moi, j'ai vraiment l'équipe expérience client. Et justement, l'idée est de se dire, on a des gens qui vont être les chefs d'orchestre de tout ça. Donc l'objectif, c'est qu'on ne réalise pas tout parce qu'ils ne sont pas 10, ils sont 2-3 pour le faire. C'est justement se dire, on a des chantiers pour améliorer tout ça et on va justement avoir des champions à la supply, on va avoir des champions à la relation client et on va justement poser ces chantiers collectivement et on va justement corriger tout ça. Donc en fait, on va le suivre et après, on a, comme toutes les marques, on contacte aussi nos clients pour le NPS. On a ce Love Score qui va nous permettre de mesurer effectivement l'efficacité. Ok, super intéressant. Je ne les prends pas forcément dans le bon ordre. On a une question assez large, mais je pense que beaucoup se la posent. C'est comment est-ce qu'on assure une expérience omnicanal sans friction? Donc là, pas de grande forme, mais assez concrète. C'est quoi pour toi ce qui a fait la différence dans ce que vous avez mis en place pour passer d'une expérience multicanal à vraiment quelque chose d'omnicanal, sans friction ou seamless? Ouais. Encore une fois, je vais revenir sur le truc, mais il y a deux choses, les outils et la personnalisation. En fait, c'est principalement ça. Si jamais effectivement, ton client, tu peux le reconnaître et suivre ses interrogations sur l'intégralité de tes parcours et l'intégralité de tes canaux, c'est gagné. Si jamais tu ne comptes pas avec ta machine et que tu viens en boutique avec ta machine et qu'en fait, ce n'est pas basculé aux équipes téléphone qui gèrent le SAV, etc., et qu'il n'y a pas de suivi derrière, ça ne marche pas en fait. Donc, il faut impérativement avoir des outils qui te permettent de transmettre l'information à l'intégralité des services. Parce que sinon, ça ne fonctionne pas. Tu ne peux pas effectivement avoir une expérience en couture. Parce qu'on a tous, malgré toute l'énergie qu'on met, les investissements qu'on a, tu as toujours un problème de facturation, tu as toujours un problème de paiement, tu as toujours un coursier qui est en retard. Toujours, ça, malheureusement, quoi qu'on en fasse, même si on le pilote, même si on le fait le mieux du monde, tu as toujours un petit grain à un moment donné qui vient. Et en fait, il faut que, quelle que soit la personne en entreprise que le client contacte, qui vienne en boutique, qui appelle certains services, qui nous contacte sur les réseaux sociaux, il faut qu'on ait tous la même information. C'est hyper important. Parce que si jamais tu veux répondre à tes clients correctement et leur justement t'assurer que leur expérience soit le plus possible sans couture, quand ils ont un problème, il faut faire en sorte que justement, quel que soit le point de contact avec lequel ils s'approchent de toi, tu puisses leur répondre. Et après, effectivement, encore une fois, c'est la reconnaissance. C'est pouvoir effectivement rechercher quelque chose sur le site internet, pouvoir basculer en boutique et qu'il y ait un lien qui soit extrêmement efficace. Et après, la proposition aussi de communication, qu'elle soit cohérente. Combien de fois des marques vont envoyer un email avec un produit, une offre, et en fait, tu te rends compte qu'elle est que disponible que sur le site internet et elle n'est pas forcément en boutique ou finalement un visuel que tu vois quelque part. Et en fait, c'est une histoire de cohérence aussi. Donc, il y a les outils, effectivement, la personnalisation et la cohérence de ce que tu fais. Ok, il est 11h40, il nous reste 5 minutes parce que nous sommes des gens qui respectent le timing. Il y a deux questions, je pense qu'on va avoir le temps d'en prendre qu'une seule, soit une question autour de l'organisation, soit une question autour de comment est-ce que vous êtes lancé sur Amazon. Quelle est celle que tu préfères prendre, Jérémy ? En 30 secondes sur Amazon, comme ça on peut faire l'organisation. Comment on s'est lancé sur Amazon, pour l'instant vraiment en logique de test. Donc là, ça doit faire 2 ans maintenant, si je ne dis pas de bêtises. Non, un peu plus d'un an. On est en mode marketplace, donc en fait, on a encore quand même la maîtrise effectivement de ce qu'on fait, puisque c'est nous qui assurons la supply et qui assurons l'envoi. Et on s'est lancé de manière, encore une fois, très pragmatique. On a commencé avec un catalogue produit qui était assez restreint. On a fait pas mal de tests justement pour savoir justement quelle était la consommation des gens. Parce que nous, on vend nos produits à l'étui. Donc, vous achetez un étui qui est composé de 10 capsules. Et donc, on a fait des tests finalement. Est-ce qu'on fait des bundles avec 50 capsules, 5 étuis? Est-ce que les prix justement sont dégressifs, etc. Donc, finalement, on a eu une logique pendant 1 an. On avait, par trimestre, on avait 1 ou 2 tests sur à la fois les investissements médias qu'on faisait, le pilotage effectivement du ROI. Après, on a eu un test sur la partie pricing. Après, on a eu un test sur la partie volume. Après, on a eu des tests sur la partie recommandation bundle avec les produits, avec les machines. Donc, on a eu toute cette logique-là, finalement, qui nous a permis pendant 1 an de faire des tests et avoir le bon positionnement. Et surtout, et de toute
toute façon, même s'il y a des équipes Amazon qui nous écoutent, pour le coup, j'en ai beaucoup parlé avec eux. Amazon, ils sont très pressés et ils ont raison, c'est leur business. Et nous, en fait, on a tout fait pour leur expliquer qu'en fait, on n'était pas pressés et qu'en fait, comme c'était nouveau pour nous, il fallait qu'on apprenne aussi. Alors, OK, ils ont des super best practices parce qu'ils ont des milliers de marques, ils savent plein de trucs, mais en fait, apparemment, c'est vos produits, c'est votre marque. Donc, en fait, prenez le temps de tester et ne vous laissez pas imposer le cahier de test. Soyez forts parce que c'est important. Ça se passe très bien avec Amazon, on s'entend très bien, on discute beaucoup, mais défendez votre positionnement, vos produits, vos prix et laissez-vous le temps de tester. Moi, ce que j'entends, je sais, tu l'as dit rapidement, mais qui est hyper important et assez, assez fort et assez novateur, c'est qu'en fait, une marque comme la vôtre est partie sur Amazon en marketplace, c'est-à-dire en 3P et pas en relation retail. Et ça, aujourd'hui, même des gens comme Nike, alors qui maintenant sont plutôt sortis, ou des gens comme Apple, ils sont dans une relation retail. Vous avez fait le pari, et je pense que vous êtes une des premières marques de votre envergure à choisir le modèle marketplace pour justement garder la main et garder le contrôle sur votre politique commerciale, sur votre politique de prix, votre assortiment. Et ça, je trouve que c'est hyper intéressant et de se dire que c'est pas une obligation en fait d'aller sur Amazon en retail. On peut aussi décider d'y aller tout en gardant le contrôle. Donc ça, je pense. Par contre, après, c'est parce qu'on avait la capacité, ça fait partie justement de notre expérience client. Il faut être capable d'être prime derrière chez Meta sur la supply. Ça, c'est hyper important pour le référencement et pour le fameux bouton rapide. Et effectivement, ce côté prime est hyper important. Et donc, forcément, il faut avoir la capacité aujourd'hui de délivrer, de préparer, de délivrer hyper rapidement aussi. Donc, ça, c'est quand même un investissement, mais qu'on a déjà, puisque c'est déjà un service qu'on propose déjà en natif chez nos clients. Mais ça, il ne faut pas le mettre de côté parce que c'est hyper important. Parfait. Alors, merci Jérémy pour d'avoir accepté de jouer le jeu, de répondre aux questions. C'est des questions qui étaient live, donc on n'avait pas tout préparé. Avant de te donner le mot de la fin, est-ce que tu as une lecture, un podcast, une newsletter, un truc qui est t'aimes bien, que tu as envie de partager avec ceux qui nous écoutent, soit qui t'a ouvert les yeux sur un sujet, soit qui est ta petite routine, si tu as envie de partager, tu n'es pas obligé, mais si tu as envie de partager un truc. Non, alors en fait, il y a forcément plein de choses, mais alors je ne sais pas si, j'espère que ça s'entend en tout cas dans le. En fait, je lis plus de choses sur l'expérience client et la relation client que sur le e-commerce en lui-même. Parce qu'en fait, le e-commerce, évidemment, c'est un axe commercial et on a parlé, il y a Google, il faut s'y connaître, il faut être pointu sur tout ce qui se passe sur la partie référencement, acquisition. J'ai vu passer le mot CDP, acquisition, etc. Voilà. Tout le monde est tourné là-dessus et je le comprends parce qu'effectivement, c'est ce qui est mesurable, c'est ce qui est pilotable et c'est vraiment le sens du commercial. Mais en fait, quelqu'un m'a dit il n'y a pas longtemps en disant mais tu diriges le e-commerce, finalement, tu as plein de fritures autour, tu as un département qui est très large, tu fais plein de choses à la fois. Finalement, tu n'es pas assez axé sur le commercial. Et en fait, tout ce que je fais est commercial. Mais simplement, j'estime qu'aujourd'hui, être commercial et avoir un bon site e-commerce, c'est encore une fois justement toute cette relation client, cette expérience client. Et finalement, écouter un podcast comme celui de Marine Deck qui s'appelle Le Client, finalement, où justement, il y a plein de grandes marques. Je crois qu'elle a une cinquantaine d'interviews, finalement, qui parlent justement de comment ils gèrent leur expérience et leur relation client. Vous comprenez derrière que ça a un impact énorme sur le commercial. Donc, dans vos organisations, c'est bien d'avoir des tueurs sur la partie commerce, il en faut, et j'en ai. Mais il faut aussi avoir des tueurs aussi sur la partie expérience client, relation client, et écouter plus finalement de newsletters, de podcasts sur la relation et l'expérience client, sur les attentes des clients, plutôt que sur comment justement maximiser votre ROI, vos taux de clic, etc. Vous verrez, je pense que vos chiffres se portent en mieux. Le conseil est noté et pris. Jérémy, merci infiniment pour ton temps et de t'être prêté au jeu. À toutes et à tous qui êtes connectés, merci de votre présence. On est très content de vous avoir eu aussi nombreux pour cette première édition. Je le disais, n'hésitez pas à nous faire des feedbacks. On a besoin aussi de s'améliorer sur le format, on a envie de toujours faire mieux. Donc, c'est aussi l'expérience client qu'on doit garder en tête. Donc, on compte sur vous pour nous faire vos retours. Et moi, je vous donne rendez-vous donc pour le prochain épisode. Donc, le format, c'est le dernier jeudi de chaque mois, Agora pas Auréa. Mais on va commencer par une exception, puisque en février, c'est les vacances de février, forcément. Et donc, mais ça dure tout le mois. Donc, pour qu'on ait la chance d'avoir tout le monde qui soit disponible, exceptionnellement, donc on se donne rendez-vous le 9 mars, le jeudi 9 mars à 11h. Donc, vous recevrez un email à ce sujet, une invitation.
avec un ou une prochaine invitée. Merci beaucoup. Merci Jérémy. Merci, c'était un plaisir. Désolé, il y avait plein de questions, on n'a pas répondu à tous. C'était super intéressant, mais je reviens quand vous voulez. On aurait pu faire un Agora de la Saint-Valentin, Cédric. Bien noté. On le note chaudement. Merci à tous. Passez une bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir.